Bonjour à tous, bienvenue à la session Manager as Teacher ou comment les DSI font progresser leur middle manager. Alors pour commencer sur une note un petit peu austère, je voudrais préciser un tout petit peu de vocabulaire. Donc là, je vais m'adresser à quelqu'un qui manage des managers. Voilà, donc on va essayer de ne pas s'y perdre dans les différents rangs, crans organisationnels. Donc j'imagine que vous êtes directeur des systèmes d'information, directeur des études, directeur de la production informatique, directeur d'une ligne métier, directeur d'une business unit, voilà, ou sous-directeur. Et juste en dessous de vous, vous avez donc des N-1 qui eux-mêmes sont des managers et ont des équipes. Après, il peut y avoir autant de crans entre vos N-1 et les opérationnels, enfin, entre 0 et l'infini. Ça, là-dessus, pas de souci. Donc, une fois ces morceaux de vocabulaire précisés, donc, cette présentation va s'adresser, donc, soit vous êtes dans cette situation d'avoir des managers à manager, soit vous côtoyez des gens qui sont comme ça et vous souhaitez avoir de l'influence sur eux. Sinon, il n'est pas trop tard pour quitter cette session et fuir. Pour ceux qui restent, c'est parti. Alors, je voudrais vous parler du monde tel que je le vois avec les managers que j'accompagne. C'est un monde dans lequel le niveau d'exigence est beaucoup monté. On parle plus de qualité au sens il faut que ce soit fiable, il faut même que le logiciel soit utile. C'est carrément, on parle de delight. Il faut que ça m'enchante. Il faut que quand j'utilise l'application, je me sente un super-héros. Je suis doué de pouvoirs magiques. On voit ça par exemple dans les design guidelines d'Android maintenant. En même temps, on a aussi l'habitude maintenant d'un rythme de livraison extrêmement rapide. Voilà, quasiment tous les jours, vous allez avoir une de vos apps qui a une nouvelle sur laquelle il y a une mise à jour automatique. Donc voilà, une continuous delivery. Et ce n'est pas juste pour une petite élite, c'est pour tout le monde. C'est vraiment même pour ma grand-mère. Et ça a contaminé évidemment l'ensemble de l'entreprise, et notamment vos interlocuteurs métiers, des gens du marketing, des gens de la stratégie, des gens du business de manière générale, qui vont avoir ce même niveau d'exigence vis-à-vis de vous, côté DSI, sur la qualité. Il faut que ce soit utile et que ça marche super bien. Et vu que si c'est des applications vues par les utilisateurs à l'extérieur, par nos clients à l'extérieur, pareil, il faut que ça leur fasse « waouh ». Des exigences en termes de volume, de débit. Il faut que les projets, ça sorte. Donc généralement, ça se mesure en nombre de projets dans l'année. Et ça s'est traduit aussi par une exigence en termes de rapidité, de time to market. Entre le moment où j'ai l'idée, j'ai détecté qu'il y avait peut-être un marché émergent, il faut que ça sorte. Donc ça, c'est le niveau d'exigence nouveau devant lequel vous êtes. Mais en même temps, là où je suis, côté budget, c'est plutôt stagnant, voire parfois légèrement à la baisse. Donc vous en demandez beaucoup plus avec pas beaucoup plus, voire légèrement moins. Donc ça, pour commencer une métaphore sympathique, on va appeler ça le marteau. Donc gardez bien ça en tête. Et il y a une deuxième partie, c'est quand vous arrivez avec tous ces niveaux d'exigence vis-à-vis de vos N-1, là tout de suite ils vont vous expliquer « Ah là, mais non, oulala, on est déjà au max, on peut pas faire mieux ». Ou ça va donner du « Oulala, mais ouais, on peut vraiment s'améliorer, mais il faut un chantier de 2 ans, il me faut des nouveaux outillages, il faut qu'on change toute la méthode, il faut qu'on fasse une réorg ». Ah, la réorg. Si je gagnais 100 € à chaque fois qu'on me parle de réorg, mais pas vous, je sais que vous ne ferez pas ça. Donc voilà, vous vous retrouvez, vous, en tant que décideur, là, en tant que manager de manager, devant un mur de gens qui ont plein d'objections et qui vous expliquent que non, on ne va pas pouvoir répondre, ou alors il faut beaucoup plus de budget. Et donc, fin de la métaphore sympathique, donc vous, le manager, c'était l'enclume, et vous êtes entre le marteau et l'enclume. Bam! Et comme ça, tous les jours, vous vous retrouvez martelé. Et parmi les gens que j'accompagne, eh bien, ils commencent à avoir des idées noires. Je vais en virer, je vais externaliser, bref, tout un tas de solutions qui n'en sont pas vraiment pour se débarrasser de cette douleur qui est quotidienne. Alors, je dois vous apporter un message d'espoir. Ce n'est pas une fatalité. Et mon objectif dans cette présentation va être de vous convaincre qu'on peut puiser du côté du lean management, ce n'est pas un gros mot, je vous rassure, pour essayer sortir du cercle vicieux, au contraire partir vers un cercle vertueux où on va s'y retrouver
avec le budget, avec le niveau d'exigence et surtout avec vos middle managers qui partaient et semblaient partis sur une mauvaise direction. Plus précisément, que nous dit le Lean quand on décrit ce genre de situation? En fait, il nous décrit un autre type de manager, en tout cas un autre type de réaction du manager, qui pourrait ressembler à ça. Alors moi, en tant que manager, j'ai très bien compris. En fait, notre stratégie, elle nous dit qu'il faut aller là-bas. Or, aujourd'hui, d'un point de vue opérationnel, nous avons un écart comme ça. Dans cet écart, j'ai fait le lien avec un écart de pratique au sein de nos équipes. Cet écart de pratique, j'ai un chemin pour les aider à le combler. En ce moment, la difficulté, c'est ça. Et voilà comment, avec le PDCA, le Plan Do Check Act, je suis en train, pas à pas, de l'affronter. Voilà. Donc, avec une conversation comme ça, en tant que directeur, là, vous avez des N-1 qui sont bien armés et qui, pas à pas, sont en train de déplacer le paquebot dans la direction où vous avez besoin, où votre organisation a besoin, où le marché exige que vous alliez. Donc si vos N-1 sont tous comme ça, là aussi, je vous conseille de quitter la salle. Par contre, ce ne sera pas tous votre cas. Donc, je vais vous présenter une méthode éprouvée pour les amener vers cet idéal de management. Alors, comment on fait pour avoir des managers comme ça? Est-ce qu'on les trouve à l'APEC? En fait, non. Là aussi, il y a une particularité du Lean, c'est qu'on va les développer. On va développer le talent chez chaque manager. Donc, vos managers, ils sont comme ils sont aujourd'hui, et ils ont plein de potentiel, et on va les faire grandir, on va les faire progresser. Donc, pas besoin de les virer, ou tout délocaliser, ou tout outsourcer. Vous allez prendre vos managers, et pas à pas, ils vont devenir plus forts. Ça va devenir des super managers, un peu comme celui que je décrivais juste avant. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Vous pouvez garder vos N-1. C'est juste qu'ils vont avoir un parcours de progression pour devenir nettement plus efficaces. J'ai une deuxième bonne nouvelle. C'est qu'en plus, vous avez un rôle clé là-dedans, un rôle sympa, c'est que c'est vous qui allez les faire progresser. Donc c'est pas je les envoie en formation, je leur fais avoir une certification Black Belt ou je sais pas quoi. Non, c'est vous allez, par des gestes précis, vous allez les faire progresser, vous allez développer leur talent, révéler leur potentiel de manager. Donc voilà, vous allez vous retrouver avec ce nouveau rôle, manager as a teacher, ou manager as coach, comme vous préférez en termes de vocabulaire. Donc ça va être sportif, hein. Quand je parle de coach ici, c'est pas le coach peut-être au sens plus thérapeutique ou coach développement personnel. Non, là, il s'agit bien du coach sportif, celui qui fait qu'on marque des buts. Alors là, vous pouvez être un peu effrayé quand même, parce que vous allez vous dire, ouais, manager as teacher, donc ok, vas-y, -1, vas-y Benoît, viens dans mon bureau, et je vais commencer à t'expliquer la vie. Donc alors, tu vois, notre stratégie c'est ça, donc toi il faut que tu fasses ça, et voilà comment on s'y prend. Et vraiment, tu n'as rien compris au management, hein, puisque c'est moi qui dois te l'expliquer. Donc je voudrais tout de suite vous rassurer, en ligne, c'est pas ça du tout. On va plutôt faire comme en arts martiaux. Vous allez être un maître, vous allez être une ceinture noire, voilà, vous maîtrisez bien le geste, et vous allez prendre votre apprenti, et vous allez dérouler sur lui le geste que vous voulez que lui-même apprenne, donc la prise qui va faire que lui sera beaucoup plus fort. Donc, vous pratiquez sur lui. Alors derrière cette métaphore, il y a déjà le côté, le geste, on va pratiquer, donc pas de blabla, tu comprends, il faudrait que, voilà, le Toyota, ouais, c'est comme ceci, c'est comme cela. Non, vous allez pratiquer, vous allez vous mettre en situation réelle, avec des vraies équipes, avec des vrais enjeux business, avec votre vrai N-1 que vous voulez faire progresser, et vous déroulez le geste sur lui, et lui-même va en prendre de la graine. Et une deuxième raison pour laquelle cette métaphore n'est pas gratuite, c'est comme vous pouvez le voir sur la photo, ça fait un peu mal. Ça secoue, disons, quand même. Il y a un petit côté pas confortable, et ça va être ce que je vais vous présenter, parce que c'est effectivement ce que je fais pratiquer. À un moment donné, il y a un POUM. Voilà, ça. Alors, on le fait avec bienveillance. Le but, c'est pas de casser la personne, bien sûr, au contraire, c'est de la faire progresser. Mais à un moment donné, il y a le contact avec le réel, il y a la confrontation avec la réalité, et ça va être un petit peu inconfortable, ça va un petit peu secouer. Et ça va faire partie de votre rôle de faire en sorte que l'apprenti, il chute bien. Donc, il se fait pas mal. Il tombe bien, et il se relève, et il est prêt à passer au mouvement suivant. Donc voilà, c'est une invitation à allez-y doucement.
Alors je dis le geste, mais de quoi est-ce que je parle? Eh bien, en fait, je parle d'un truc très concret, c'est aller sur le terrain. Voilà, c'est l'outil clé que je vais vous livrer aujourd'hui dans la panoplie des outils Lean. C'est l'outil clé pour faire progresser un middle manager. Donc c'est pas en salle de réunion, c'est pas dans votre bureau, c'est pas en regardant un épais reporting ou des très beaux dashboards où ça clignote de partout. Ça va être en allant là où la réalité peut nous parler et se confronter à elle. Donc il faut des chaussures et une bonne dose de courage, parce que généralement, même si on aime la réalité ne nous aime pas. Elle va nous le faire savoir. Mais c'est pas grave, on va en ressortir indemne. Donc, voilà. Bon, pour ceux qui aiment les termes japonais, on parle de Gemba Walk, donc voilà, une espèce de concaténation improbable entre Gemba en japonais, donc le lieu de l'action, le lieu où les choses se passent, le lieu du crime aussi, quand on est dans un milieu judiciaire, et le walk, donc le fait de marcher. Donc, voilà. Et pour ceux qui n'aiment pas les termes japonais, oubliez tout ce que je viens de dire. Alors qu'est-ce que c'est le Gemba Walk, donc le aller sur le terrain? Ça peut se décrire comme ça. Imaginez une banque. On est en Europe, c'est pas en France, mais c'est pas loin de chez nous quand même. La direction des études, c'est 800 personnes. Et on a un directeur des études, donc Pierre. Et en dessous, il a tout un tas de N-1, dont 5 qui sont sur des lignes métiers. Voilà, par exemple le crédit, ça c'est une grosse ligne métier. Et puis aussi quelques fonctions staff, l'urbanisation, l'architecture, etc., la qualité. Du point de vue de ce DSI, de ce directeur des études que j'accompagnais, il y avait une douleur récurrente quand il allait en comité de direction. C'était en permanence, bon déjà il entendait la bonne blague du on n'a plus accès à la messagerie, le réseau d'agence n'a pas pu travailler hier parce que le TP n'était pas ouvert, etc. Bon, ça y est, il y a ce volet-là. Mais il y a un autre volet, plus lié à ce que je disais dans mon introduction sur le monde qui a changé, c'est des gens, par exemple du retail ou des gens du corporate qui sont là à dire mais il nous faut plus de projets, ça sort pas assez, la DSI elle livre pas assez de projets, on est tout le temps en retard, on n'arrive pas à suivre, on n'arrive pas à suivre les marchés, on est en train de se faire bouffer le marché par des concurrents plus rapides. Donc c'est sur cette deuxième douleur que je vais faire un zoom. Donc là-dessus, voilà, il faut sortir plus de projets. Le budget, lui, complètement flat. Il n'y a pas d'évolution. La direction générale n'est pas prête à donner plus parce que le contexte pour les banques, vous le connaissez comme moi, on n'a pas plus à dépenser sur l'IT. Bien sûr, Pierre dit à CN-1, il faut sortir plus de projets. En tout cas, j'ai cette pression de la part des différentes directions métiers. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, si je prends le cas de Paul, qui roulait des mécaniques, parce que c'était lui la direction des applications du crédit, et voilà, c'est lui le plus gros budget de l'IT dans cette banque, qui répond moi, de toute façon, il me faut encore plus de budget si tu veux plus de projets, hein, Pierre, il n'y a pas le choix. On ne peut rien faire d'autre. Voilà, mais bloqué. Donc là-dessus, j'étais avec Pierre. Pierre, il avait une idée assez maligne, qui était qu'en fait, c'était un faux problème. Que la douleur était bien réelle, mais que vous savez comment ça se passe, hein, quand un client vous dit c'est ça qui ne va pas, en réalité, généralement, c'est à côté que ça ne va pas, c'est qu'un symptôme dont il parle. Mais c'est dit, il faut que je réussisse à faire basculer mes middle managers, mes sous-directeurs métiers. Et là, il choisit, avec Paul, on va faire un exercice pour lui faire voir ce qui se passe. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ce message de « j'ai besoin de plus de projets ». Donc il se trouve que là, on était à la fin de l'année, et il y a eu un gros projet dans la direction crédit, où il y avait eu une bonne grosse évolution d'un logiciel d'octroi de crédit pour les PME. Très bien, donc un gros machin, plusieurs milliers de jours hommes, voilà, un truc d'homme, quoi. Super, allons faire une visite terrain. Donc Pierre, avec mon aide, mais enfin moi je suis quand même très en retrait par rapport à tout ça, Pierre va emmener donc son sous-directeur Paul dans une agence qui fait justement du crédit aux entreprises. Ils vont voir un conseiller spécialisé en entreprise et il lui demande de montrer le logiciel d'octroi de crédit qu'il utilise pour les PME avec cette question, voilà, on voudrait voir comment tu l'utilises. Donc le conseiller, très sympa, bien sûr, il n'y a pas de souci, regardez, justement, j'ai une pile de dossiers qu'il faut que je saisisse là, dans le système d'octroi de crédit. Regardez, voilà, je me log, je clique là, voilà comment ça marche. Puis au bout d'un moment, il y a un petit malaise qui s'installe, surtout côté Paul, c'est que toutes les nouveautés qui ont été introduites par le projet qui vient d'être mis en production peu de temps avant, l'utilisateur, il n'y touche pas du tout. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, au bout d'un moment, il est gêné et il demande au conseiller
Mais là, les 7 onglets là, qui ont été rajoutés là, sur le côté, ça, vous vous en servez quand? Hein? De quoi vous parlez? Répond le conseiller. Ah ça, là, les onglets là. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est apparu il y a quelques semaines là. Non, mais ça va, hein, ça me dérange pas. Donc là, il y a eu un boom, parce qu'en fait, la mâchoire de Paul venait de toucher le sol. En fait, les milliers de jours qui avaient été investis durant l'année ont servi à créer des fonctionnalités qui ont le bon goût de ne pas déranger l'utilisateur. Donc là-dessus, Pierre a bien joué là-dessus. Il est resté super calme, il n'en a pas profité pour blâmer ou ridiculiser ou quoi que ce soit. Non, il a dit OK. Donc quelques questions encore pour challenger un peu le conseil, pour être sûr vraiment ils n'utilisaient pas. Et quand c'était vraiment définitivement non, ensuite ils sont retournés ensemble. Là, cette fois-ci dans le bureau. Et ils ont débriefé. Et là, ils ont une discussion vraiment très intéressante qui n'était plus du tout sur des volumes de projets ou sur des budgets, mais sur un sujet que désormais Paul avait bien compris et sur lequel il s'était approprié, qui était en fait la valeur qui était délivrée par chaque projet. Puisque là, il avait vu de ses propres yeux un projet qui avait délivré 0. Donc vous voyez le mouvement? On est passé d'un problème qui était mal posé, quelqu'un qui était arc-bouté sur ses positions, à clic. Ah mais en fait non, la réalité était bien différente. Et donc tout d'un coup, on est passé d'une trajectoire où on aurait eu Pierre qui dit à Paul débrouille-toi, sors-moi plus de projets, ou à la limite la solution directement, c'est que tes projets n'ont pas assez de valeur, donc désormais tu te débrouilles, mais il y a plus de valeur dans tes projets. Et Paul qui aurait sans doute répercuté ça sur sa chaîne hiérarchique et ce serait arrivé à la pauvre maîtrise d'ouvrage à qui on aurait dit garde à vous, maintenant il faut qu'il y ait plus de valeur dans tes projets, ce qui aurait donné pas grand-chose. Hein. Là on a un manager qui a vu, qui a compris et qui va maintenant pouvoir utiliser toute son intelligence et toute son astuce pour commencer à faire déplacer sa partie de son bout d'organisation vers cette question ici de la création de valeur par projet. Derrière, il y a eu des ramifications incroyables, on pourra en parler pendant les questions-réponses si vous voulez. Donc voilà, ça c'est un exemple de visite terrain pour que vous puissiez toucher du doigt de ce dont je parle. Quand on parle de Gemba Walk, c'est ce genre de choses. On voit un déclic. À un moment donné, il y a une révélation et le monde ensuite est différent. Alors pour être un peu plus précis maintenant en termes de méthodo, donc qui va faire un Gemba Walk? Qui va sur le terrain? Bon, déjà on parle de vous, là, le manager de manager, donc directeur ou sous-directeur, et vous emmenez le N-1 que vous voulez faire progresser. Idéalement, il y a aussi toute la chaîne intermédiaire, donc entre l'opérationnel chez qui on va et le N-1 chez qui que vous êtes en train de faire progresser, que vous êtes en train de développer. Là, dans l'exemple que je donnais, ça n'a pas été le cas. Il nous manquait en particulier une personne qui aurait été importante, qui aurait été le responsable des maîtrises d'ouvrage, des applications crédit. Donc voilà, là il y a un petit écart par rapport à l'idéal que je vous présente. Mais idéalement, on a tous ces gens-là. Même si vous n'êtes pas, vous, en train de développer directement les N-2, N-3, ainsi de suite, c'est intéressant de les avoir comme observateur parce que vous prémâchez le travail, vous facilitez le travail pour votre N-1 qui lui-même va devoir faire le geste d'art martial. Voilà. Mais bon, si vous ne les avez pas, ce n'est pas grave non plus, mais c'est mieux. Voilà en termes de personnes. Ensuite, il y a la question toujours du où on va. Puisque qui dit visite terrain dit il faut un terrain. Alors le terrain, ça peut être déjà, sans prendre de risques, chez vous, dans vos équipes opérationnelles. Vous avez bien des administrateurs système, des développeurs, des testeurs, un helpdesk. Ça, c'est génial, le helpdesk. Ça, si vous avez, foncez. Donc déjà, voilà. Si vous avez les équipes qui sont chez vous, c'est déjà un très bon endroit pour voir là où la valeur se crée, ou peut-être vous découvrirez où elle ne se crée pas. Vous pouvez aussi aller dans des équipes en aval. Donc vous avez vos équipes qui livrent des choses à d'autres équipes, qui n'en sont pas forcément des bénéficiaires, mais en tout cas qui vont les recevoir, et qui généralement vont les subir. Donc là, c'est un bon endroit pour aller voir des gaspillages. Donc si vous avez des équipes de développement, allez voir les équipes qui font les mises en prod. C'est magique. Si vous avez des équipes qui font des mises en prod, allez voir les équipes qui font le support. Si vous avez les équipes support, allez voir les équipes qui utilisent. Voilà. Essayez d'aller voir le chaînon d'après dans votre chaîne de création de valeur. Là-dessus, on va voir tout un tas d'incompréhensions incroyables. Enfin, vous pouvez aller voir, comme dans mon exemple, les utilisateurs. Alors ça, c'est fabuleux parce qu'eux, ils ne sont pas juste en aval de tout un processus, ils sont carrément les gens qui doivent bénéficier. Normalement, ils devraient être plus efficaces. Ils devraient être rendus plus forts grâce à vos applications, grâce à vos services informatiques. Donc, allez voir chez eux si ça se concrétise, c'est parfait. C'est un très bon endroit d'enseignement pour faire progresser votre N-1. Et enfin, si vous pouvez,
le Graal, le client. Alors là, en particulier si vous avez une application utilisée par le grand public, ou en tout cas utilisée à l'extérieur, bah, là, c'est super. Allez voir justement un vrai utilisateur, voir tout ce qu'il peut faire avec votre application, et entendez-le, pester, entendre tout le mal qu'il peut penser de vos services. Ça va vous aider ensuite à avoir des bons sujets de conversation avec votre N-1 pour le faire avancer sur les sujets sur lesquels il a besoin. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, je voudrais vous mettre en garde contre quelques anti-patterns, donc quelques dérives que peuvent prendre les visites terrain et qui font que ça ne va pas marcher. Alors déjà, le premier réflexe que je vois, parce que généralement vous êtes des gens sympas, bah, quand vous allez sur le terrain, vous avez envie de serrer les mains. Voilà, c'est tester un peu le mood, un peu voir, alors ça va, vous vous sentez bien, vous êtes motivé, etc. C'est pas interdit d'avoir ce genre de questions, c'est pas interdit de serrer les mains non plus. Hein. Et pas dire qu'Antoine a dit qu'il ne faut plus serrer les mains. Mais c'est pas ça l'objectif. Voilà, vous êtes venu faire un geste précis dans lequel vous voulez obtenir un déclic. Donc c'est pas juste voilà, des bisous, des tapes sur le dos, vas-y mon gars, continue. Il y a un petit peu de relationnel, mais il y a avant tout, il faut qu'on arrive à comprendre quelque chose durant cette visite. Donc on ne peut pas rester superficiel. Il va y avoir de la confrontation à un moment donné. Constructive, positive, bienveillante, mais il y a un moment donné où voilà, il ne faut pas avoir peur d'aller dans ce moment un peu physique. Extrême inverse, que j'ai pu voir à ma grande horreur, c'est la distribution de claques. Pendant une visite terrain, vous allez forcément avoir des trucs horribles, des trucs qu'on ne vous a pas dit, que le reporting vous a caché, que machin a menti, etc. Et là, la tentation est forte de commencer à rentrer dans le blâme, dans « mais c'est pas possible, mais vous êtes incompétent ». Donc, respiration, expiration. Quoi qu'on découvre durant une visite terrain, on va rester focalisé sur le problème et pas sur les personnes. On n'est pas là pour faire un procès, pour accuser ou pour crier. Enfin, la troisième tentation, plus pernicieuse, parce qu'elle paraît bienveillante, c'est la tentation du micromanagement. Vous allez voir émerger plein de problèmes. Et là, vous vous dites, parce que globalement, si vous êtes au poste où vous êtes, c'est que vous êtes plus malin et que vous réfléchissez plus vite que les autres, les solutions elles vont paraître évidentes. Et vous n'aurez qu'une envie, c'est de les dire. Il n'y a qu'à faire ça. Fais ci. Toi, d'ici demain, tu me donnes le plan d'action, et dans le plan d'action, il y a ça, 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 ça. Et si vous faites ça, donc déjà, vous stérilisez toute la capacité d'innovation de vos équipes, et vous venez de perdre la vraie raison pour laquelle vous étiez là, qui était de faire progresser votre N-1. Et ce n'est pas en donnant des solutions que vous allez progresser, à moins que vous vouliez justement le faire progresser dans le micromanagement. Mais si vous êtes ici, je ne pense pas que ce soit le cas. Donc voilà, c'est ces trois grands écueils que j'ai pu voir dans le Gemba Walk, dans la visite terrain. Alors de manière plus constructive, plus positive, qu'est-ce que c'est une bonne visite terrain? Donc déjà la méthode de check, puisqu'en ligne c'est toujours notre 30 questions, c'est avant de faire quelque chose, on se dit comment est-ce qu'on va savoir qu'on a réussi? Qu'est-ce qui va nous permettre de dire ça marche? Donc ici, la méthode de check elle est simple, c'est le déclic. Si votre N-1 il a fait clic, généralement ça s'entend, ça peut être un décroché de mâchoire aussi qui fait bong. Vous voyez la famille d'onomatopées qu'on peut avoir. Si vous l'obtenez, c'est une bonne visite terrain. Si en plus vous entendez plusieurs déclics, parce que non seulement votre N-1, mais le team leader, et 3 des développeurs, et le gars de la qualité, ils ont aussi eu des déclics et des décrochements de mâchoire, c'est génial. Mais en tout cas, vos conditions minimales de succès, c'est que votre N-1 que vous êtes en train de faire progresser, lui, à un moment donné, il est le « waouh, ah c'est ça en fait qui se passe, ah c'est ça dont on parle ». Donc vous avez ça, 1 point. Donc là, vous avez gagné. Et si vous ne l'avez pas, eh bien ensuite, vous aurez un moment pour faire un peu de rétrospection, d'introspection, et essayer de comprendre où est-ce qu'on s'est loupé à un moment donné. Les visites terrain, c'est pas facile au début, on ne marque pas toujours des points où la balle elle a un peu tendance à sortir parfois. C'est pas grave, en tout cas, vous avez votre méthode pour vérifier que ça a marché ou pas. 2 points clés sur comment favoriser l'atteinte de cet objectif. Déjà, revenir en permanence sur les bons sujets. L'humain est incroyable dans sa capacité à s'inventer des sujets. Vous savez qu'il y a certains sujets qui sont vraiment importants, qui sont vraiment stratégiques, sur lesquels il faut vraiment qu'on s'améliore, sur lesquels il faut vraiment que le N-1 progresse. Donc vous restez dessus, vous restez dessus, vous restez dessus. J'ai un manager super sympa, super enthousiaste, que je coachais la semaine dernière, qui, quand il a vu ce que ça voulait dire sur le terrain et sur le fait que mois après mois, on y retourne et que ça veut dire qu'il va redire exactement la même chose, revenir sur exactement le même sujet, il m'a dit, mais Antoine, il va falloir... toute ma vie, je vais devoir comme ça répéter. Et là, je lui ai juste dit, bienvenue dans le management. Hein. Oh, t'es dur, Antoine.
Donc oui, ça c'est dur, c'est dur. Ça paraît pas très créatif, pas très innovant, mais votre capacité à justement revenir à chaque visite terrain et à rappeler à toute votre chaîne managériale et aux opérationnels les bons sujets, c'est ceux-là, et il n'y en a pas 36. Ça, vous avez réussi un travail de synthèse, vous avez réussi à les ramener sur un petit nombre de sujets, et sur cela, vous revenez inlassablement, et bien ça va progressivement créer cet alignement stratégique qui va faire qu'ensuite vos N-1, ils vont progresser sur les bonnes trajectoires, sur la bonne autoroute. Et un deuxième point clé, eh bien, c'est de pratiquer. Donc c'est cette notion de geste. Donc c'est le fait que vous allez être exemplaire pendant vos visites terrain devant votre N-1, qui va faire que lui-même va en fait adopter, par mimétisme, finalement c'est comme ça qu'on apprend le mieux, il va adopter cette bonne manière de faire. Donc vous allez incarner cet idéal de management, et le N-1 et les autres observateurs, les autres témoins de la visite terrain vont pouvoir faire de même. Alors de quel geste on parle? Là-dessus, on a de la chance en ligne, on a une formulation un petit peu dogmatique sur les postures, les attitudes d'une bonne visite terrain sous la forme des 5 attitudes. Donc il y a beaucoup de styles dans les visites terrain. Il y a des visites terrain, il y a des gens très énergiques, il y en a beaucoup plus posés. Ça, c'est pas grave, c'est votre style. Ça, c'est qui vous êtes. Il n'y a pas de remise en cause. Par contre, il y a certains points vraiment essentiels sur lesquels je vais faire un petit zoom. Donc ces 5 attitudes. La première, déjà, c'est aller voir. Et ça, c'est super dur. Parce que dès qu'on va sur le terrain, premier truc qui se passe, c'est que les gens ont envie de vous parler. Blablabla, 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 blablabla. Surtout vous, en plus, vous avez de l'importance, donc toute une équipe opérationnelle est contente de vous avoir. Enfin, quelqu'un avec qui on va pouvoir déverser nos soucis, nos préoccupations. Un peu d'écoute, ça fait pas de mal. Attention, je ne suis pas en train de challenger ça. Mais votre visite, elle va vraiment être différente, croyez-moi, et essayez, si vous passez sur le « allez voir ». Allez voir, c'est simple, c'est quand vous posez la question « montre-moi ». Donc l'exemple typique, c'est « ah, on a plein de soucis, ah, les gens sont comme ci, comme ça, ah, le client, il veut pas, etc. » Eh bien, posez la question, montre-moi le dernier incident, montre-moi le dernier retard, les emails qu'on nous envoie sont incompréhensibles, montre-moi ce dernier email incompréhensible que tu as reçu. Deuxième mouvement, challenger. Donc là, c'est rappeler en permanence l'idéal. Right first time, on veut réussir du premier coup. Continuous delivery, on veut vraiment réussir à livrer en permanence, tout le temps. Voilà, c'est quoi l'idéal vers lequel vous allez? Troisièmement, impliquer. Donc, rappeler aux gens pourquoi ce qu'ils font, c'est super important. En quoi leur job, il est essentiel. Il ne s'agit pas d'hypocrisie, mais il faut leur rappeler en permanence, finalement. Ils ont peut-être l'impression d'être un tout petit maillon dans une énorme chaîne, mais rappeler pourquoi, chez eux, c'est vraiment important du bon travail. Quatrième attitude, développer. Donc là, ça va être le questionnement sur le raisonnement. Mais ok, vous pensez ça, mais comment vous le savez? Comment vous pourriez aller vérifier? Donc là, vous introduisez le Plan Do Check Act, vous introduisez le test d'hypothèse juste par les questions que vous posez aux opérationnels, et comme ça, vous apprenez votre N-1 à le faire lui-même. Et cinquièmement, soutenir, parce que quand même, c'est bien beau de challenger les gens et de leur dire de faire mieux, mais vous avez aussi un petit quelque chose à faire. Donc si vous pouvez donner un petit coup de pouce, un petit quelque chose sur lequel vraiment l'équipe peut rien faire, c'est le bon moment. Je pense par exemple, les écrans sont trop petits, le fax marche pas, etc. On voudrait réussir à réunir l'équipe qui est dans 2 parties du bâtiment opposées, réussir à les mettre dans une même pièce. Là, c'est le truc sur lequel, ça peut être le petit coup de pouce que vous pouvez vous donner et qui font que les gens vous en seront reconnaissants. Alors un petit exemple de visite terrain, on va bien voir les premières attitudes. On est toujours dans la même banque, toujours dans la même direction des systèmes d'information. Par contre, on va changer, on va laisser Paul, on va aller voir Catherine, qui est sur une autre branche métier, qui est sur les applications, notamment finance, titres, tout ce qui est titres, pour le grand public. Donc pour vous, voilà, vous allez sur le site de cette banque, vous voulez boursicoter, voilà, c'est chez elle. Elle a un souci, elle a un problème, même au sens ligne, elle a beaucoup de tickets de support qui lui arrivent des agences. Et ça ne diminue pas. Alors qu'il y a une volonté là-dessus, claire, on veut faire diminuer les budgets de maintenance en diminuant les volumes de support. Voilà, le raisonnement est clair, et le volume de support est flat, il ne diminue pas. Et elle a son N-1, Serge. Ah, Serge. Je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un de plus grand que nature, donc il est responsable de la maintenance et du support. Et il est très très volubile, il est très fort pour expliquer pourquoi on ne peut pas changer les choses. Et Catherine, en fait, se dit comment je le fais bouger. Et pour ça, elle l'emmène sur le terrain. Et donc, allez voir.
Donc elle va aller avec Serge, voir une équipe, et on va regarder ensemble pourquoi c'est pas possible de faire diminuer ce volume de tickets. Et donc la réponse c'est, les utilisateurs maintenant c'est des crétins, ils ne sont pas formés, on n'y peut rien, donc les gens en agence c'est plus ce que c'était. Ok, regardons ensemble ces demandes de support d'utilisateurs crétins. Donc pas de souci, hop, on regarde la dernière demande. La dernière demande dit ouais, j'ai fait telle opération de paramétrage là dans l'interface. Est-ce que ça a marché ou pas? Je ne sais pas, je voudrais une confirmation. Ça paraît hallucinant. Ok, attitude, allez voir. Montre-moi. Regardons en recette. Qu'est-ce qu'a vu l'utilisateur qui a posé cette question? Tac, tac, tac. Le chef d'équipe de la maintenance, là, il nous fait ça très bien. Et là, devant Catherine et Serge, on voit l'opération, saisie du formulaire, submit. Paf, ça ramène à la page d'accueil de l'application. Et donc là, gros doute. Mais alors finalement, le paramétrage, il a été pris en compte ou pas? Petite requête SQL en base, oui, ça a été pris en compte. Mais là, tout d'un coup, le malaise de l'utilisateur, tout le monde le partage. Serge en particulier. Là, il est devenu livide. On l'entend plus. Ça fait bizarre. Derrière, Catherine l'emmène dans son bureau et elle le laisse parler. Il va parler pendant 1 heure. C'est super dur pour lui, ce qu'il vient de vivre. Tout d'un coup, les tickets qu'on ne pouvait pas faire diminuer, en fait, c'est juste qu'on n'avait pas compris que notre application n'était pas assez ergonomique. Waouh, c'était humiliant pour lui. Donc Catherine a bien géré ça, quelqu'un d'humain. Elle a laissé parler Serge pendant 1 heure. Elle dit, écoute, c'est pas grave. Tu réfléchis, tu vois avec les équipes, et on en reparle dans 1 semaine. Et 1 semaine plus tard, Serge, qui était un gars super intelligent, avec ses équipes, il a trouvé quelques propositions pas chères. Et comme ça, ils ont trouvé une manière sur des budgets ridicules, soutenir, hop, petit budget, ils ont réussi une manière de diminuer de manière drastique en quelques mois les volumes de tickets qui étaient pour des raisons vraiment futiles. Donc, pour les redonner, donc, allez voir, challenger, impliquer, développer, soutenir. Ça, c'est les 5 postures, les 5 attitudes. Quelques petites astuces rapides que je vous livre pour finir cette présentation. Donc, prévoyez le briefing et le débriefing. C'est super important. C'est à ce moment-là que se fait vraiment l'apprentissage. Il y a eu le déclic pendant la visite, mais ce qui va se passer dans le débriefing avec votre N-1 est super important. Parce que c'est là qu'il va pouvoir exprimer, locuter, mettre des mots sur ce qu'il a appris. Et éventuellement, vous pouvez légèrement recadrer l'interprétation qu'il a eu des événements. Pendant la visite, on fait face ensemble au problème. Donc, ce n'est pas moi contre vous. On est ensemble face au problème. Donc, essayez de regarder quelque chose sans jamais faire face à la personne. On est en train de regarder ensemble. Si on regarde un ticket, on regarde ensemble le ticket parce que c'est le ticket le problème. Vous voyez ? On n'est pas dans le conflit, on est là pour résoudre un problème. Et troisième petite astuce, amener un observateur bienveillant. Alors si vous avez un coach lean, hop, c'est le coach lean, plus ou moins bienveillant. Mais voilà, si vous pouvez avoir quelqu'un qui vous regarde pendant que vous faites ce geste de la visite terrain, vous pouvez débriefer avec lui après pour vous-même vous améliorer dans votre pratique. Voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est un accélérateur de compétences. Donc ça va être très dur pour vous, parce que fini les fauteuils en cuir, il faut sortir. Il faut rester debout, parfois pendant 1 heure. Vous ne pouvez pas le déléguer, vous ne pouvez pas le donner au département qualité. C'est vous qui le faites, c'est vous le manager as teacher. Donc désolé, pas d'échappatoire. Et enfin, ça va éprouver votre patience, parce que l'apprentissage des humains n'est pas linéaire. Dans votre N-1, vous allez faire 1 visite terrain, 2 visites terrain, 3 visites terrain, et il n'aura toujours pas compris. Et c'est la 4e qu'il aura vu. Voilà, donc là-dessus, gardez espoir, faites confiance dans l'humain, faites confiance dans vos managers. Et je voudrais vous dire que ça va être quand même plaisant. Ça va être plaisant parce que déjà, vous saurez ce qui se passe vraiment. Qu'est-ce qui se cache derrière le brouillard du reporting, derrière le brouillard des slides qu'on vous diffuse bien propres, bien polissés en salle de réunion. Sur le terrain, vous allez découvrir des choses assez effrayantes, mais au moins vous le saurez. Vous allez voir les gens progresser. Ça, la visite terrain, c'est fabuleux. Tac, 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 tac. Les gens, ils n'arrêtent pas d'être meilleurs. Après, vous allez les voir faire des gestes super élégants, tout en douceur, mais hop, 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 ça bouge vite. Et enfin, c'est quand même pas rien, vous allez recevoir des merci de la part de vos utilisateurs et de vos équipes parce que vous contribuez à une informatique quand même plus humaine, plus respectueuse. Vous êtes prêts à vous lancer ? Ouais, je suis entendre l'enthousiasme, super. Alors un petit exercice, allez faire votre première visite. Donc c'est pas difficile. Vous pensez déjà un lieu,
voilà, qui vous avez envie d'emmener. Là, imaginez son visage tout de suite, ça vous fera un ancrage, ça augmente les probabilités que vous fassiez quelque chose après cette session. Donc imaginez mercredi avec qui vous allez faire une visite terrain, où est-ce que vous allez l'emmener, qu'est-ce que vous voulez lui faire voir. Après ça marchera pas, c'est pas grave. Mais imaginez-vous déjà en train de le faire. Pour ceux qui veulent un livre de chevet, parce que vous ne vous sentez pas encore sûr comment je vais y aller, donc il y a bien sûr le livre de mon sensei Michael Ballet, le management Lean, dans lequel vous aurez un bon panorama de ce que ça veut dire et quelques bons exemples de visite terrain. Mon livre, un petit peu d'autopromotion, donc la pratique du Lean Management dans l'IT, aux éditions Pearson. Et vu que vous êtes des décideurs, des dirigeants, je vous conseille aussi de déployer vos stratégies Lean, dans lesquelles il y a un peu de Gemba. Il y a aussi du A3. Ça vous fera une ouverture sur d'autres outils qui peuvent être très très bien pour faire progresser justement vos N-1. Donc pour finir, je voudrais vous envoyer ce message d'espoir que vous pouvez faire progresser vos managers pour qu'ensuite, vos managers aient les moyens d'être des héros aux yeux de vos équipes. Merci. Il nous reste 4 minutes. Est-ce que vous avez des questions ? Donc on va coacher le N-1 à pratiquer ça, mais si on est pour l'instant à la situation 0 où on ne l'a pas encore pratiqué, comment tu conseilles d'aborder ça ? Alors effectivement, il y a un moment difficile, hein, c'est effectivement cette première fois. Moi, ce que je conseille, déjà, c'est... Il n'y a pas palissade, mais c'est de le faire, déjà. En fait, le simple fait de commencer à le faire va déjà te mettre sur un autre palier. Déjà. Alors que tu ne sais pas le faire. Là-dessus, il y a un paradoxe. Hein. Je n'ai pas d'explication scientifique. Mais le simple fait de se mettre à faire le geste, déjà fait que voilà, tu vas te mettre à apprendre. Ensuite, mes conseils, c'est de rester calme, déjà. Voilà. C'est de se dire que de toute façon, ce n'est pas grave si on n'atteint pas l'objectif. En fait, le plus important sur les premières visites terrain, c'est déjà de ne rien casser. Et ça, juste en posant des questions assez ouvertes, sans amener de solution, sans commencer à blâmer, juste le fait d'aller, avec son N-1, aller regarder, voilà, open eye, on va les découvrir. Déjà, ça permet de mettre dans des bonnes conditions. Le premier exemple que j'ai donné, c'était pas mal le fait d'aller en agence, parce que face à un utilisateur dans une agence, il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Tu vois, on était sorti de la DSI, donc c'était pas grave. Voilà. Là-dessus, ça dépend un petit peu du... Qu'est-ce qui va faire que le dirigeant, le directeur et le N-1 vont être stressés ou pas. Donc si tu peux aller dans un endroit où ils vont se dire « Oh, de toute façon, là, c'est pas grave », bah, commencez par là. Voilà, donc ensuite, pratique. Je commence à pratiquer dès le début avec le N-1, même si moi-même, je suis en train d'apprendre. C'était ça. Alors, tu peux le faire sans. La difficulté dans ce cas-là, c'est le risque qu'ils se sentent court-circuités. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Parce que c'est vrai que j'emmène parfois, de toute façon, quand j'arrive chez un nouveau client qui veut commencer à pratiquer le Lean, à un moment donné, de toute façon, on arrive toujours à ce moment où on va faire une visite terrain, parce que de toute façon, ce n'est pas du Lean. Donc, de toute façon, dès le premier jour, il va y avoir une visite terrain à un moment donné. Et la question, ouais, mais si on y va comme ça en catimini, ça peut être assez mal vécu. Donc, on va prendre avec nous quand même, on va déjà un minimum informer, mais inviter de manière ouverte, facultative, la chaîne managériale. Donc après, ils viennent pas, mais c'est quand même mieux. Et la première fois, tu vois, simple fait en fait, que l'N-1 ait vu une visite terrain et que ça ne soit pas terminé en feu d'artifice, en grosse explosion, déjà ça va commencer à rassurer pour la suite. Que les visites terrain, finalement, c'est quand même pas quelque chose de si dramatique. Donc c'est fini ? Il y a une question sur la droite. Non, on me fait signe que non. Moi j'ai une petite question. Quels seraient vos conseils pour parer en fait au manque de temps des managers ? Parce que tout ça c'est bien, je valide. Par contre, comment on convainc nos managers qu'il faut qu'ils prennent le temps de prendre le temps d'aller sur le terrain ? Oui. Alors là-dessus, effectivement, on est tous d'accord. Hein, la réalité du manager, c'est qu'il n'a pas le temps. Je fais des go-and-see, je vais voir effectivement régulièrement des agendas de managers et je peux confirmer qu'effectivement ils sont blindés. Donc là-dessus, c'est en fait, je ne convainc pas les N-1 à y aller, puisqu'en fait c'est leur manager lui-même qui les prend par le bras. Donc il n'y a pas de notion de conviction.
Alors après, on peut tomber dans des cas de figure où le N-1 dit carrément à son N+1 je ne viendrai pas, je ne veux pas faire la visite, etc. Et ça, c'est des cas vraiment extrêmes et waouh, il y a du lourd dans ce cas-là. Donc généralement, quand même, ils arrivent à s'entendre pour se trouver une heure où ils vont aller ensemble faire une visite terrain. Donc il n'y a pas de conviction en tant que telle, il n'y a pas à vendre le concept. Tiens, mais tu sais, ce serait bien que tu ailles sur le terrain. Ça fait 2 semaines que tu n'es pas allé sur le terrain, c'est pas bien. Pas du tout. Je ne me retrouve pas dans ces scénarios-là. Le scénario, c'est j'ai ce directeur qui a des sujets stratégiques et il annonce à son N-1, à chacun de ses N-1, bon, toi, je vais faire une visite jeudi à tel endroit, je compte sur toi pour y être. Ça se joue comme ça. Ça répond à la question. Merci Antoine. Merci à vous. À très bientôt. Merci.